Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Questions de perspective, le podcast. Cette semaine, j'avais envie de réinviter Raphaël, mon premier invité à mon podcast, parce que la vidéo, elle avait juste mal marché. Puis j'avais envie que vous puissiez l'apprécier, voir son non-verbal, voir sa petite bête. Puis ainsi, on allait parler ensemble de l'art du divertissement. On le sait que c'est un sujet large, mais on avait envie de s'y plonger pendant une heure alors. Bonne écoute tout le monde. Salut Raph! Salut Alex. Pas mal content de t'avoir pour la reprise podcast, parce que la première fois, on pouvait pas voir ta belle petite face. Ah, écoute, bien content d'être là aussi. Ça me fait plaisir de participer une deuxième fois et d'être présent correctement cette fois. Ah ouais, surtout qu'en plus, pour moi, c'est une façon de fêter mes premiers 6 mois de production de vidéo. Ça fait 6 mois pile. Puis là, je me dis, m'a réinvité, mon premier invité. Bon moment pour ça. C'est parfait. En plus, on a beaucoup de points en commun. Fait que je me suis dit, on va en parler d'un en particulier aujourd'hui. C'est l'art du divertissement. C'est très vague, mais j'aime ça de même. Comme ça, on va pouvoir vraiment parler de tout ce qui nous divertit au quotidien ou au travers de l'année. Et qu'est-ce que nous aussi, on produit comme divertissement au courant de l'année. Parce que c'est deux specs. Des fois, on consomme pas nécessairement ce qu'on produit ou il y a des différences. J'ai envie qu'on en parle. Oui, exact. Mais je commence toujours avec une question de nombre. Puis, depuis janvier, Depuis janvier, combien tu penses que t'as passé d'heures en live streaming? Oh my god. C'est dur à dire. Parce que si je fais un calcul rapide, je dirais que je fais des streams d'environ 8 heures par jour. Lorsque j'en fais, c'est généralement une moyenne de 8 heures. Et j'ai tendance à en faire normalement 2 à 5 par semaine, sauf que là, il y a eu des temps morts, il y a eu des temps plus actifs. Donc, si je me tiens à une moyenne d'environ 3 streams par semaine à 8 heures, on est quoi? 25 heures par semaine. Ouais, c'est ça fois ça. J'ai à peu près un 200 heures déjà, là, si c'est pas plus, là. Ah, même à 25 heures par semaine, 100 heures par mois, 6 mois, 7 mois. C'est quasiment rendu à 700 heures, même. Ouais, c'est peut-être plus que ça, ouais, c'est ça. Peut-être plus dans les 5 à 700, ouais, c'est vrai. J'ai beaucoup d'heures on sous-estime tellement. Ça passe tellement vite, hein. C'est ça, justement, la joie de l'entertaining, ça n'arrête pas. Le temps passe hyper rapidement, là. Ah ouais, tu clignes des yeux pis t'es comme, oh shit, on est 4 mois plus tard. Ou tu clignes des yeux pis il est déjà rendu 4h du matin pis t'es comme, shit. Oh non, j'avais des affaires à faire le lendemain. Ouais, c'est ça. Je me demandais, tu sais, l'art du divertissement, je pense que toutes les personnes, on aime quelque chose. Vraiment beaucoup dans la vie. Puis toi, c'est quoi le premier divertissement que t'as eu tôt dans ta vie? Entre moi et toi, on sait, puis je vais me permettre de juste le mentionner, comme tu sais, j'ai fait des spectacles des cracheurs de feu aussi à plusieurs reprises, mais j'ai vraiment eu une transition complète entre ce qui m'a initié au divertissement et à l'entertaining en général, jusqu'à où ce que j'en suis aujourd'hui. Initialement, ça a vraiment commencé sur la plateforme EDM, donc Electro Dance Music. J'étais promoteur pour une compagnie événementielle du nom de High Peak Entertainment. Malheureusement, celle-là plus active à ce jour. Mais j'ai été longtemps promoteur pour eux et on vendait des billets, on faisait des événements. Mais c'était beaucoup sur la plateforme électronique, musique de danse et des trucs du genre. Après 3 ans de temps, j'ai eu des changements dans ma vie. Aller aux études, sortir des études, j'ai changé ailleurs. Mais ça faisait longtemps que j'étais dans la communauté des grandeurs nature. Donc, comme on en avait déjà parlé sur l'ancien podcast, les GN, je fais ça depuis super longtemps. Et l'aspect entertaining des GN, c'est quand tu es dans l'animation, quand tu fais partie de l'organisation, puis que tu t'occupes des joueurs en tant que tel. Donc, ça a été ma deuxième plateforme d'entertaining dans laquelle je me suis développé beaucoup pendant plusieurs années. Et par la suite, quand j'ai vu dans le fond, un de mes oncles là, éloigné dans ma famille, je jasais avec lui, puis il m'a montré un de ses spectacles de cracheurs de feu qu'il faisait. J'ai trouvé ça hyper impressionnant. J'ai dit, je peux-tu apprendre? Il dit, ouais, bien sûr, viens-t'en. Quand il m'a donné le flambeau, il m'a donné la paraffine qu'on utilise pour faire le cracheur de feu. Puis il m'a dit, OK, vas-y. Puis je suis comme, je l'ai jamais fait. C'est pas grave, tu vas apprendre. Donc, on fait plus ça aujourd'hui de nos jours, mais voilà une couple d'années, voilà 10-15 d'années, moi, c'est le même que j'ai appris, tu sais.
C'est dangereux, mais reprends-le sur le tas. C'est ça, exactement. Mais tu sais, je dirais, le divertissement, c'est ça. Ça a vraiment commencé sur la plateforme musicale, si on veut, promotionnelle aussi. Puis là, ben, ça s'est changé aujourd'hui un peu plus en animation de groupes spécifiques. J'ai changé à un entertainment qui était 18 ans et plus à quelque chose qui est beaucoup plus familial et ouvert. Donc, ça, puis là, je fais du live streaming aussi, donc c'est une autre façon de divertissement qui, encore une fois, on touche à tout l'éventail de visiteurs et de gens qui visionnent Twitch, donc c'est ça. Oui, évidemment. Donc, tu dis que ta première expérience comme producteur de divertissement, ça a été dans la musique et dans l'événementiel. Ouais, exact. C'est quoi les tâches exactement que tu faisais en événementiel à cette époque-là? Initialement, c'était vraiment plus de la promotion, d'inviter des groupes de gens à des parties, des événements. On louait une partie de la salle comme avec des divans et tout pour accueillir ce groupe-là. Dans les débuts, ça a vraiment commencé comme ça. C'était plus petit, on faisait des petits parties. Jusqu'à temps qu'il y a une année qu'on a décidé de faire « Hey, nous, là, on part de Ottawa, puis on se loue un autobus qu'on va remplir au grand complet, puis on s'en va au Beach Club. » Puis on a fait toute la route d'Ottawa dans un autobus jusqu'au terrain du Beach Club, puis on est revenu après. Donc, juste ça j'étais pas le DJ en tant que tel, je faisais pas l'entertainment, mais veux pas, dans l'autobus, moi, j'animais le monde qui était là. Je parlais avec eux autres, on jasait, on chantait, on faisait différentes activités. Puis là, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais sur la plateforme événementielle, veux pas, l'entertainment dans l'événementiel, c'est de hype les gens avant l'événement. De leur en parler, leur annoncer des bonnes nouvelles, leur dire qu'est-ce qui s'en vient. Fait que ça aussi, ça fait partie de la plateforme entertainment. De regrouper le monde autour de l'excitation puis de l'engouement. C'est ça, exactement. Fait que c'était surtout ça que je faisais là, quand j'étais dans l'événement. Ça, t'as découvert que t'aimais faire ça quand dans ta vie? Tu deviens pas promoteur comme ça. C'est quand t'as réalisé que t'aimais ça, comme pitcher des idées puis d'hyper le monde autour des idées? C'est drôle parce que, tu sais, quand j'étais au secondaire, j'ai pas été un gars hyper populaire. J'étais pas celui qui avait le plus d'amis. Puis je me tenais toujours avec comme une petite gang de monde. Sauf que rendu à mon comme secondaire 3-4, il y a un soir que j'étais allé avec des amis. On s'était fait un petit party dans un chalet. Puis il fallait qu'on mette de la musique. Puis c'est moi qui ai décidé de mettre de la musique, tu sais. Puis moi, j'étais comme, je sais pas s'ils vont aimer ça, là. Puis au final, ben, ça donne que le type de musique que j'écoutais, il aimait bien ça. On s'est bien entendu. On a jasé avec tout le monde. Puis c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que les connexions au travers de la musique étaient tellement intenses, c'était tellement facile. Quand t'aimes un même style de musique que quelqu'un, c'est facile d'en parler pendant des heures et des heures. Donc, c'était initialement ça qui m'avait apporté dans ce petit cocon-là, si on veut, là, de... Je sais pas si ça répond comme pas à ta question. Oui, mais c'est fou comment la musique, ça regroupe. Fait que je présume que comme consommateur, maintenant, quand t'étais jeune, le premier divertissement que t'as eu, ça devait être musical. C'était du genre avoir une bonne playlist. C'est quoi, mettons, le premier groupe que tu dis, lui, j'ai trippé, là. Ça, là, c'est là que je peux dire que j'ai commencé à adorer la musique. Ben, écoute, j'ai toujours été un gars qui écoutait bien des styles de musique différents, mais je dirais, sur la plateforme EDM, là, tout ce qui est Avicii ou... dans les premiers temps de Deadmau5 aussi, tout ça, j'ai connu ça beaucoup. Blackwell aussi. Donc, il y avait beaucoup d'artistes émergents à l'époque que j'aimais beaucoup écouter. Puis c'était ça qui était populaire aussi. Puis c'est encore la même chose aujourd'hui. Tous les artistes qui sortent des nouveaux produits, t'as des plus anciens qui vont sortir des compositions musicales. Puis t'es comme, ah ouais, c'est bon, je connais son style de musique, je vais aimer ça. Mais t'as des nouveaux artistes émergents que t'es comme, ah, ça c'est cool, je peux faire un remix avec, ou je peux faire un autre style de chanson qui va être encore plus EDM. Donc, il y a vraiment de tous les goûts, là. Fait que, je te dirais, ceux que je t'ai nommés, là, Avicii surtout, là, c'était un de mes artistes préférés. Encore à ce jour, je veux dire, malheureusement, paix à son âme, il n'est plus des nôtres aujourd'hui, mais tout ce qu'il a composé dans son vécu, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est encore bon. Je veux dire, c'est pas parce qu'il n'est plus que c'est plus écoutable. Ben, au contraire, c'est encore super bon. Au contraire. Puis après ça, tu disais de promoteur à cracheur de feu. Est-ce que tu consommais aussi des arts, mettons, un peu plus live, où tu faisais juste le faire puis tu continuais à consommer vraiment plus de musique quand tu as commencé à faire le switch?
je dirais que tout en développant ma diversité dans mes animations, je développais aussi ma diversité dans ma consommation d'animation. Donc, quand j'ai commencé à faire du cracheur de feu, avant même d'arriver sur un niveau spectacle ou quoi que ce soit, quand j'ai commencé à faire du cracheur de feu, j'étais curieux de voir comment que les autres s'y prenaient. Puis j'étais un gars qui adore apprendre et qui veut toujours essayer de trouver quelque chose de nouveau ou le meilleur de soi-même. Donc, moi, quand je commençais à faire des spectacles de cracheurs de feu, la première chose que j'ai faite, c'est que j'étais allé voir d'autres spectacles. J'ai participé à des événements qui avaient lieu à Ottawa où il y avait des concerts, des présentations, du cirque qui était offert aussi. Donc, j'allais m'abreuver de ça pour voir comment est-ce qu'eux s'y prenaient et comment est-ce que moi, je pouvais intégrer ça à moi, dans le fond, à ce que moi, je pouvais faire, à mon style d'animation. Puis, ouais, non, ça se développe très rapidement, là. Puis, on s'entend en plus, ça reste dans l'augmentation de l'engouement. On s'entend un cracheur de feu, c'est là pour que tu sois comme waouh, puis que le monde se regroupe autour d'un cercle, puis que les gens soient un peu plus excités, puis se souviennent de la soirée. Fait que tu es passé d'un promoteur où il faut vraiment que ta soirée soit inoubliable à cracheur de feu, il faut vraiment que ta soirée soit inoubliable. Fait que c'est quand même un concept. J'aime ça. Ben, c'est surtout que. Surtout en tant que cracheur de feu, il y a différents styles d'animation, de soirées inoubliables que tu peux créer. Il y en a beaucoup qui vont juste faire du crachage de feu de différentes façons, avec différents objets aussi, parce que la base, c'est une torche. Tu utilises une torche de cracheur de feu. Mais t'en as qui vont utiliser des épées faites pour ça, là, des fausses épées pour faire du cracheur de feu. Ils vont faire des danses, des trucs genre... Donc, tu peux faire de la danse, tu peux faire un genre de circuit que tu vas suivre, que tu vas t'habituer à faire, ou tu peux compter une histoire. Moi, c'est ça qui est vraiment venu me chercher. Moi, je comptais une histoire, et au fur et à mesure que je comptais l'histoire, là, je faisais mon animation de cracheur de feu. Donc, tu faisais ta propre pyrotechnie. Oui, c'est ça, exactement. Je faisais pretty much ma propre pyrotechnie. Puis, tu sais, je l'ai encore en tête, là, pendant 3 ans, je te dirais, là, je faisais ce même scénario-là où je comptais une histoire d'un gobelin qui rencontre un humain puis qui essaie de battre un dragon. Fait que, tu sais, toute cette histoire-là se développe quand même très facilement. Puis, ça l'immerse les gens qui participent et qui l'écoutent aussi à ce que tu racontes. Donc, ça a un impact beaucoup plus puissant aussi parce que il y a un meaning, il y a une raison de pourquoi la flamme apparaît à ce moment-là. Donc, moi, c'est ça qui était vraiment mon style à moi qui est venu me chercher, là. OK, fait que même quand tu as fait la transition promoteur vers cracheur de feu, c'est même plus vers raconteur, on pourrait dire. Fait que ce désir-là de vouloir raconter, tu as développé ça vers quel âge? Je dirais que ça a été tout au long de mon vécu dans le domaine des grandeurs nature et de mon expérience sur Donjons et Dragons aussi. Le fait d'avoir des histoires comme ça, ou quand je lisais mes livres aussi, j'ai lu... il y avait 2 séries de livres que j'avais beaucoup, beaucoup aimé quand j'étais plus jeune. La première étant Les Chevaliers d'Émeraude. J'avais lu une bonne partie de la série jusqu'à temps qu'ils sortent des nouveaux livres. Puis là, j'étais plus à jour. J'ai perdu intérêt. Et j'étais dans une nouvelle série par la suite qui s'appelait Ariel Queen. Il me semble que c'est ça, Ariel Queen. Et c'était un artiste québécois qui a écrit ça. Puis ça parle dans le fond de 2 personnalités à l'intérieur d'une seule personne. Donc, le jour et la nuit, et 2 personnes totalement différentes. Donc, cette histoire-là, c'est venu me chercher, puis j'aimais la façon dont il apportait le développement de ces personnages. Donc, moi, quand je me suis investi par après dans mes personnages de grandeur nature ou de Donjons et Dragons, j'aimais avoir une histoire concrète, j'aimais avoir vraiment un personnage qui, si on me posait des questions, j'avais une réponse sur mon passé et sur mon histoire. Donc, quand j'ai commencé à faire mon côté animateur dans Cracheur de Feu, ça a été un peu le même principe. Je voulais qu'il y ait une histoire à raconter, je voulais qu'il y ait un suivi, qu'on puisse on puisse avoir une bonne compréhension de toute l'entièreté de ce spectacle-là, si on veut. On peut dire que tu as vraiment un plaisir à créer des univers. Ouais, exactement. Ça serait quoi le dernier univers que tu as créé? Que j'ai créé ou qui est en création? Parce que j'en ai un présentement qui est en les création. Les deux, why not both? Ben, je te dirais celui qui est le plus présent en création en ce moment, c'est que j'ai certains projets personnels qui sont en train de se développer aussi de mon côté en ce moment. Je ne rentrerai pas trop dans les détails parce qu'il n'y a rien d'officialisé, mais entre autres, je suis en train de créer un univers pour justement un grandeur nature parce qu'il y a possibilité que je me retrouve à en créer un prochainement dans les prochaines années. Cela dit, ben, créer l'univers... l'inspiration, c'est pas trop difficile. Hein? C'est quand t'es quelqu'un qui est très artistique, très imaginatif, ça se fait bien. Donc, avec un de mes amis, un de mes meilleurs amis en ce moment, Philippe, ben,
on joue une partie de Donjons Dragons en ce moment. Puis j'ai dit, hey, je pourrais-tu m'inspirer de la partie qu'on joue en ce moment, parce que c'est lui le DM, le master de la game. Je peux-tu m'inspirer de notre game, de notre partie, pour créer un univers vraiment plus concret, plus complet que ce que lui avait déjà commencé. T'sais. Puis lui aussi, on est dans la même mentalité, on est pareil, on aime ça, créer nos propres univers. Donc, on a commencé à se créer un univers où ce que, on défait un peu comment je peux dire, les principes trop redondants. Donc, les gens du Sud, c'est un style plus arabique où ça porte souvent des foulards, des trucs du genre, ou le style, mettons, de royauté, c'est un sultan ou des trucs du genre. Nous, on change ça complètement, on change la donne, où ce que le côté européen, donc les rois et les reines, c'est dans un côté plus sudiste, tandis que les gens plus européens, c'est plus des fractions, des peuples, des petites guérillas à l'interne aussi. Donc, on t'arrête de Comme vraiment... l'ancienne Grèce, un peu. Ouais, exactement, c'est ça. Comme l'ancienne Grèce. Donc, quand tout le monde se battait pour leur parti, si on veut. Donc, on est en train de développer un nouvel univers comme ça. Puis, je veux dire, même si je suis en train de développer celle-là, quelqu'un m'écrirait puis il me dirait je veux créer tel univers ou pour tel projet. Puis je vais dire parle-moi de ton projet, je vais te dire ce que j'ai comme idée. T'sais. Donc, c'est ça. C'est entre autres celui que je suis en train de travailler en ce moment. Puis sinon, voilà même juste un an, quand le début du confinement a commencé avec la COVID-19, on se retrouvait beaucoup chez nous à rien faire, dans le fond, à être tout seul avec nos propres idées. Puis moi, j'ai décidé de me créer un univers de Donjons Dragons aussi au grand complet, encore une fois. Donc, ça, je voulais qu'on en parle justement. Ça tombe bien que c'est ça que t'apportes sur le sujet, parce que, tu sais, quand je disais la création de l'univers, t'es tellement passionné que il y a pas beaucoup... Déjà, des gens qui sont capables de runner une game de D&D, je lève mon chapeau, c'est tough. Puis c'est tough d'avoir ses joueurs assidus puis d'avoir la motivation. Puis au-delà de ça, tu gères comme un serveur complet Discord de monde qui peuvent tous jouer en même temps. Yeah. Quoi, 24 heures sur 24 de ce que j'ai compris. Au début, c'était pas ça exactement. Maintenant, ça s'enligne vers ça. Pour l'instant, malheureusement, c'est sur la glace. Le projet est un peu comme en suspens parce que je suis encore en train de travailler sur l'univers. Et comme je l'ai mentionné, j'ai d'autres projets qui se sont présentés aussi devant moi dans ma vie. Pas, avec le confinement, c'est un peu plus difficile. Donc, prendre soin de soi-même, je trouve que c'est important et c'est une priorité. Donc, j'ai focusé beaucoup sur ça ces derniers mois. Mais oui, exactement, ce projet de Donjon Dragon-là, c'était exactement ça. C'était un projet de Donjon Dragon où peu importe t'es où, peu importe t'es qui, tant que tu t'es connecté sur le serveur et que tu as un personnage, tu peux jouer, tu peux faire des activités, tu peux faire des quêtes, tu peux faire des missions, tu peux aller gagner de l'expérience avec ton personnage, même si moi je suis pas là. Puis là, après ça, pendant la semaine, moi j'organise des événements, des quêtes en tant que telles, où là, ils vont être beaucoup plus animés, que les récompenses, bien sûr, vont être plus élevées pour les joueurs. Donc, j'étais en train de créer cet univers-là qui comme tu as dit, pretty much actif 24 sur 24. Là. Donc, ouais, ça a été quelque chose à développer. Surtout quand j'ai commencé à faire les héralderies des différentes maisons de noblesse. Là, je veux dire, faut comprendre que j'ai un continent avec environ 19 pays, dont certaines îles aussi, et que dans chaque pays, t'as environ une vingtaine de villes et de cités, puis là, il faut que tu trouves des drapeaux pour chaque héralderie de chaque cité, puis là, des fois, tu vas les recopier, mais crime, j'ai au-dessus de 250 héralderies différentes que j'ai dû générer, puis que j'ai dû faire quasiment une par une, là. Sur les 250, je te dirais, il y en a peut-être 200 que j'ai fait moi-même à la main, une par une, là. Donc, je sais que tu m'avais déjà montré ta map, c'était gigantesque. Ouais. Il y en a vraiment de l'espace de jeu. Ouais, puis elle a changé en plus, fait qu'elle est encore plus grande que ce que t'as vu à l'époque en plus, là. Donc, c'est vraiment gros, là. C'est immense, là. Tu veux finir avec une planète, là? C'est ça ton objectif? Quasiment. Si je peux, si le site que j'utilise pour la map me permet de faire un style plus rond pour faire une planète, je vais le faire. Pourquoi pas? Sinon, tu dis que c'est la map totale, là, c'est comme notre map à nous. Oui. Imagine que t'applies, puis... C'est ça. Les deux univers, autant le projet que tu travailles présentement, puis le serveur de donjon dans lequel tu travaillais un peu plus pendant la pandémie, les deux, c'est un peu dans l'univers, je vais appeler Dungeon, là, qu'on appelle classique fantastique. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de créer des univers qui sont vraiment à l'opposé de ce style-là, ou c'est vraiment quelque chose qui t'attire, le fantastique? Je dirais...
c'est plus ou moins une question de ce qui m'attire ou pas. Je pense que c'est plus l'aisance de la création dans le fantastique. Parce que justement, dans le fantastique, t'as pas de contraintes. T'as pas de restrictions. Tu peux aller où ce que tu veux. Tu peux créer ce que tu veux. L'imagination est wild, comme on dit. Là. Est naturelle, puis elle peut aller où ce qu'elle veut. Tandis que l'aspect plus réaliste, il est plus difficile parce que tu as des contraintes qui sont soit historiques, voyons, des sociétés aussi, ou d'un style de costume de certains endroits. Donc, tu as beaucoup moins de liberté dans ce que tu veux créer. Par exemple, dans ce qui est mes préférences personnelles, j'adore créer sur le côté réaliste. J'adore créer sur les contraintes de notre histoire. Surtout au Québec, on a une histoire qui est quand même très, très profonde, avec les contes et légendes aussi et les mythes. C'est facile d'aller s'inspirer de tout ça et d'essayer de les ramener à la vie, de ramener à la vie toutes ces histoires-là. Je prends entre autres l'histoire de la chasse-galerie. J'avais compté, j'avais créé une histoire et un univers autour de la chasse-galerie pendant un certain temps. Et c'était vraiment plaisant à développer et à imaginer qu'est-ce que ça aurait pu être. T'sais. Donc, ouais, non, je dirais, c'est facile de créer du fantastique, mais c'est beaucoup plus intéressant, personnellement, créer du réalisme. Fait que quand c'est pour toi, tu te donnes un peu plus de contraintes, mais quand c'est pour le divertissement, tu y vas juste all-in dans des concepts que tu sais qui vont marcher ou vont faire réagir. C'est ça. Parce que je suis conscient aussi que ce qui me plaît pour moi n'est pas nécessairement ce qui plaît pour tout le monde. Donc, j'aime bien créer justement, mettons, mon univers de Donjons Dragons. J'ai cherché à plaire le plus possible à la communauté de Donjons Dragons, si on veut. J'étais allé chercher le plus d'intérêt possible. Tandis que si je regarde mon univers avec la chasse-galerie, ben, j'aurais pas ben, pour la plupart, là, je vais pas assumer, mais ça va être beaucoup moins intéressant pour des gens, exemple de la France ou de la Belgique ou des trucs genre, que des gens d'ici au Québec qui connaissent plus cette histoire-là, tu sais. Plus facile à toucher l'ensemble de la culture francophone. C'est ça, exact. Donc, c'est ça. Comme tu as dit, pour mon intérêt personnel, pour mon divertissement personnel, j'aime quand ça se relie au réalisme, surtout au plausible, en fait. Je dirais plus plausible que réalisme, parce que l'itération, on utilise le vraisemblable. C'est ça, exact, le vraisemblable. Donc, si c'est plausible, si je suis capable de... Moi, je me dis, si je serais capable d'incarner ce personnage-là en vraie vie, ça veut dire que ça va fitter dans mon histoire, tu sais. Donc, c'est ça que j'aime le plus. Ah, ça, c'est tellement parfait, là. T'as-tu une idée sur le projet de GN que t'aimerais construire? Ça va être où ta ligne sur le fantastique? Est-ce que ça va être dans les races qu'on connaît dans D&D? Est-ce qu'il va en avoir? Est-ce que tu... Je sais pas. Tu laisses encore ça en suspens? Ben, c'est justement cette ligne fantastique-là qui va maintenant que tu me parles de race. Je pense que ça va être le moyen le plus facile de donner l'exemple que j'ai en tête. Du côté exemple, les races jouables par les joueurs va être restreinte seulement qu'aux humains, ou du moins à ce qui se relie à des traits humanoïdes. Bon, un orc et un gobelin, c'est humanoïde, mais ça a des caractéristiques fantastiques très reconnues aujourd'hui qui sont, ben, entre autres, c'est des créatures vertes ou ils ont la peau verte ou noire. Des elfes, c'est des oreilles pointues. Puis généralement, les elfes, ben, c'est des fancy elfes là, qui sont par-dessus de tout le monde. Moi, je veux briser cette mentalité-là. Donc, je veux permettre à mes joueurs de jouer des êtres humains, des gens qui ont connu l'histoire comme ils sont aujourd'hui, et l'animation va développer autour de créatures comme des orques et des gobelins. Il va en avoir des orques et des gobelins, et peut-être qu'il y a certains joueurs qui vont pouvoir jouer des orques et des gobelins, mais ça va être selon des restrictions beaucoup plus strictes que un orque, ça rentre dans le top, puis c'est juste là pour se battre. Non, les orques, c'est pas comme Sauron qui décide de les sortir dans les anneaux, dans un petit cocon dans le fond d'un souterrain. Là. Non, les orques, ils ont des familles qui sont développées à quelque chose. Puis il y en a qui sont très très capables de te communiquer ce qu'ils ont à te dire. Puis ils ont différents passés aussi. Puis tout ça. C'est pas des popettes de boue, là. Non, c'est ça, exactement. Donc, je trouve que c'est pas quelque chose qui a jamais été pensé. Mettons, c'est pas du flamboyant nouveau. On n'a jamais vu ça. Ouais, c'est pas grave. Mais je pense que la façon où je vais l'exécuter va être unique à sa façon, surtout avec le terrain que j'ai accès pour mes activités de grandeur nature. Je pense que ça va être quelque chose d'unique qu'on n'aura
jamais vu ailleurs, autant au Québec qu'à partout ailleurs dans le monde. Ouais, j'en doute pas, là. De toute façon, t'as des bonnes idées souvent, là. Fait que pas de doute que tu Ben, vas l'appliquer, puis ça va être accurate, puis que ça va bien marcher. mhm. Je me demandais aussi, peut-être, tu as parlé beaucoup d'animation. Comment tu Mhm. décrirais ton style d'animation à toi? Huh. En général ou vraiment concentré sur les activités de grandeur nature? Tu sais, je vais donner un exemple. Pour catégoriser les animateurs, c'est sûr que tu sais, Mhm. ça généralise un peu, là, mais t'as des animateurs qui vont changer énormément de personnages, puis qui vont avoir des petits événements, mais à Mhm. grands impacts. Mhm. T'en as qui vont être plus low-key, qui vont être là permanents, qui vont s'occuper que l'ambiance aille toujours dans la même direction. Mhm. T'en as qui sont un peu plus wild card qu'on appelle, là, tu sais, qui sont on va improviser tout le temps sur le tas, on va jouer un peu avec les règles pour plaire à tout le monde, puis t'en as au contraire qui Ouais, sont je comprends. vraiment plus méthodiques ou OK. OK, je comprends très bien les exemples que tu me donnes. Ben, je te dirais que mon style personnel qui est le plus récurrent, comme des raisons, c'est le style d'animation à développement. Parce que j'aime les histoires, j'aime le background d'un personnage aussi. Moi, jouer un personnage qui va être là pour se pointer pendant 30 minutes puis plus jamais exister, je serais pas capable. T'sais. Je peux le faire, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Moi, j'ai besoin d'une histoire, j'ai besoin d'un suivi, j'ai besoin que si j'ai quelqu'un qui se présente pour parler avec quelqu'un puis qu'on a décidé de se faire hey, ben écoute, la bière était bien bonne, on se rejase dans pas long, ben je vais revenir dans pas long pour te jaser, pour faire continuer notre discussion. C'est ce que j'aime le plus. Est-ce que je me restreins, par exemple, mes habiletés d'animation juste à ça? Aucunement. Je suis capable de faire différents styles quand même. C'est la beauté de l'animation, c'est de pouvoir s'adapter. Parce que comme tu as parlé, le wild card là, du gars qui va juste improviser sur le tas, là, je veux dire, tu connais mon personnage que tu avais au royaume, là, à la base, c'était ça. Là. Mon personnage, c'était une wild card. Je me suis pointé là avec mon chapeau, mon chandail, puis mes pantalons, puis j'ai fait « je sais pas où est-ce que je m'en vais, je sais pas ce que je m'en vais faire, je m'en vais là pour faire ça. Puis on verra ce que ça donne. » tu l'as redéfini avec la suite, là. Au moins, il a pas c'est fait juste ça. 10 minutes, mais... C'est ça, exactement. Ça n'a pas été un wildcard qui a duré comme justement 30 secondes. Il y a eu un développement par la suite, puis il y a eu une histoire qui s'est formée autour. Mais ça, je pense que c'est justement c'est mes habitudes personnelles, de vouloir par après, ah ben finalement, ce personnage-là était le fun à jouer, je vais essayer de le concrétiser, t'sais. Malgré toutes les conneries puis les improvismes que j'ai faits au début, ben je vais développer autour de ces improvisations-là. Fait que tout ce que t'aimes, c'est donner une quest, une longue quest, là. Tu sais qu'il faut que la personne, elle aille bien des étapes, là, tu peux la watch à plusieurs étapes, t'as des, mettons, ou t'aimes mieux comme, juste que plusieurs personnes aient à dealer avec toi. T'aimes-tu mieux que, mettons, donner une quest ou que le groupe a à faire, mettons, étape A à F, puis à chaque étape, faut qu'ils reviennent te voir, ou t'aimes mieux avoir comme la même quest, mais la donner à tout le terrain, puis juste te promener, puis raconter toujours ta même histoire à tout le monde? Ben encore là, je pense que ça dépend vraiment du personnage. Ok. Tu vas vraiment y aller avec selon le besoin au lieu de... Ouais, c'est ça. Selon le besoin, selon ce qui, je crois, serait nécessaire pour la continuité aussi de l'événement. Ce que j'aimerais le plus entre les deux, par exemple, ce que moi j'aime le plus, c'est de mettre un peu le côté chaotique, compétitif dans l'ensemble. Fait que, tu sais, moi, aller voir un groupe spécifique et dire, ben, j'ai une quête juste pour vous autres, je vais faire non, parce que peut-être qu'au final, ils vont décider de ne pas en faire pendant tout, puis ça va tomber à l'eau, puis là, pas toute l'histoire que j'avais faite pour ça. Moi, j'aime mieux faire, regarde, j'ai une histoire, elle est très générale, j'ai un événement, elle est là, puis je vais en parler à quiconque qui a de l'intérêt. Puis après ça, c'est free for all, premier arrivé, premier servi. C'est premier qui réussit à la faire, viens me revoir, fais un suivi, let's go. C'est qu'on on continue, puis on part sur une lignée, puis après ça, la personne va peut-être avoir des récompenses ou un autre quête qui va suivre, puis là, il va faire « Oh my God, c'est que je savais pas que c'était aussi profond que ça », mais ça crée encore une fois l'intérêt, tu sais. Puis là, tout est comme, tu sais même pas comment c'est profond, parce que même moi, je sais pas la fin de cette quest-là. Exactement, on sait pas où ce que ça s'en va, mais c'est ça, comme, tu sais, on s'était vu il y a pas si longtemps que ça, puis je t'en avais parlé, le côté un peu chaotique des choses, de la nature, j'adore ça. Moi, si c'est trop une ligne droite, là, je serais pas capable de la suivre, va falloir que je sorte moi-même de cette ligne droite-là pour m'animer aussi. Parce que c'est ça la beauté de l'animation, c'est oui, tu vas animer des joueurs, un groupe de personnes, mais le plus important, c'est de savoir t'animer toi aussi. Si t'as un plaisir à faire ça, c'est ça le plus important. Ben, c'est sûr que si t'as pas de fun, ça se sent. Le groupe qui essaie d'animer le sent et a lui-même pas de fun.
T'as-tu déjà fait de l'animation aussi hors GN ou hors... Depuis que t'étais promoteur, t'as-tu refait de l'animation dans d'autres domaines? Oui, définitivement. Je disais, j'ai été animateur aussi pour des activités comme. Voyons, excuse-moi, j'ai le son qui est parti sur mon autre écran à côté. Bon, excuse-moi. J'ai fait des animations pour des grands, pas des grandes natures, des camps de jour pour des plus jeunes. Entre autres, un qui est dans le coin de Mirabel, qui est un. Bon, oui, c'est encore du médiéval, mais c'est un camp de jour médiéval qui n'est pas basé sur des GN en tant que tel. C'est quand même d'animation. C'est avec des plus jeunes, puis là, ben, c'est de l'animation qui est spécifiquement pour des plus jeunes. Sinon, j'ai fait aussi pour des maisons des jeunes pendant longtemps. J'ai été animateur pour un festival de musique qui avait été organisé dans mon coin où j'ai grandi. C'est moi qui animais puis qui accueillait les gens pendant le début en dessous du chapiteau, là, avant le spectacle, tout ça. Je jasais un peu avec eux autres, puis je veux pas comme bon entertainer que je suis, ben, tu commences à animer la foule un peu. T'sais, mettons, si tu sais que tu as un spectacle d'humour qui s'en vient, ben, tu essaies de jaser avec un peu, tu fais 2-3 jokes pour essayer de les faire rire un peu, puis après ça, ben, c'est beaucoup plus facile de faire une transition sur ce qui suit. Ouais, j'ai d'autres expériences, mais c'est pas rien. C'est pas rien que je dirais, j'ai 5 ans d'expérience dans l'animation dans un chapiteau ou 10 ans d'expérience. Non, j'ai plein de petites expériences différentes parce que c'est ça que j'aime. J'aime développer j'aime développer mon curriculum vitae, si on veut, d'expérience puis de vécu, pour faire, moi j'ai déjà fait ça une fois dans ma vie, puis après ça, ben, encore une fois, c'est encore plus le fun parce que tu changes avec quelqu'un puis tu peux lui conter tes expériences, ton vécu, puis tu me connais, je parle tout le temps. Donc... Je vais embarquer là-dedans parce que les deux, on a ce même tic comportemental-là, qui est... J'ai l'impression qu'on change souvent d'hobby juste pour continuer à avoir des choses à dire puis des gens à raconter. Ouais. Parce que sinon, on serait pris dans un cercle. T'sais, souvent, ton cercle social, c'est tes hobbies. Fait qu'en changeant constamment d'activité, puis de travail, puis en allant chercher des nouvelles expériences, c'est comme si on se forçait constamment à rencontrer du nouveau monde sans avoir le métier idéal pour. Ouais. Tu sais, si t'es un humoriste ou un musicien professionnel, ta job, c'est un peu ça, rencontrer du monde au quotidien. Mais si ta job te le permet pas, c'est comme, faut que tu trouves des façons de t'enrichir socialement, culturellement. Ouais. Puis, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis là, mais je pense que c'est aussi que chaque personne a des personnalités différentes. T'sais, moi et toi, Alex, on est deux personnes qui sont extrêmement sociales, on aime ça rencontrer des gens, parler avec des gens. Il y a des gens qui sont un peu plus introvertis, qui pour eux, au contraire, c'est la mort. Moi, fais-moi pas rencontrer des gens, parce qu'oublie ça, je vais me cacher en petite boule dans le fond d'un coin, puis je vais flatter le chat pendant toute la soirée. T'sais. Faut que je comprenne des nouveaux procédés, puis que faut que je me mette à l'aise avec une nouvelle personne. No way! C'est ça. Mais c'est vrai que moi, plutôt, je pense qu'on a ce trait de personnalité-là qui est quand même très fort. Là. Donc, on se comprend bien là-dessus. Là. Tu sais, tu l'as dit au début, tu as commencé avec un groupe d'amis, puis après ça, tu t'es rendu compte en parlant à d'autres groupes que tu étais capable de t'adapter un peu à n'importe quel groupe que tu avais à faire. Puis dans ton groupe de départ, probablement que tu étais déjà l'entertainer. Ben, si je reviens vraiment à back in the days, pas tant que ça. J'étais un gars qui était beaucoup plus restreint, qui était beaucoup plus renfermé. Mais même en étant renfermé, moi, dans mon premier cercle d'amis, c'était un introverti qui était le plus drôle. Non, c'est vrai. Ok, je comprends la comparaison que tu fais. C'est vrai que, mettons, avec mon petit groupe fermé, je pense qu'on était tous capables de s'animer les uns les autres. On était tous capables de s'entertain. Je veux dire, on était tous un peu niaiseux, c'est bon. On faisait toutes des conneries, puis des jokes, puis on s'amusait tous ensemble. Mais je pense que justement, de rencontrer de nouveaux groupes, à cause que j'ai grandi dans un groupe où on s'amusait puis qu'on s'entertainait tous ensemble, quand j'ai rencontré d'autres groupes, c'était pas nécessairement toujours la même vibe, la même mentalité. C'était un groupe qui était plus calme, qui avait pas nécessairement une personne qui standait out ou qui animait les autres. Tandis que je veux pas, moi qui est quelqu'un qui pensait à être renfermé, là je rentre dans un groupe de même, je suis comme finalement, c'est que j'étais un gars qui est très extraverti puis qui aime ça parler, tu sais, qui aime ça entertain les gens, donc ouais, ça a été un développement dans ma jeunesse. Intéressant. Puis maintenant, d'avoir passé d'être renfermé à être capable de live stream pendant 8 heures, puis de dire tout ce qui te passe par la tête, c'est quoi le développement psychologique que tu as fait pour arriver jusque-là? Live stream,
live stream encore à soi-même, c'est quelque chose de totalement différent. Surtout à petite échelle. Quand tu es un petit streamer comme moi, puis que t'es pas... là, tu sais, je me compare pas du tout à les gros streamers de la plateforme de Twitch en ce moment. Là. De toute façon, on est francophone. Déjà là, quand c'est ça, déjà là, ça joue contre nous autres. 2 strikes. Ben, c'est ça, exactement. Fait que déjà, le fait. Ben là, moi, généralement, je stream en anglais, mais même à ça, tu sais, des fois, ça m'arrive de stream en français où je parle, mettons, en ce moment, tu sais, je joue beaucoup à un jeu, puis je stream beaucoup ce jeu-là, puis mon frère joue avec moi, mais mon frère, il parle anglais, mais entre moi, puis lui, on s'est toujours parlé en français, on va se parler en français, là. Ben oui, même si la majorité de ta communauté est bilingue aussi, là, de ce que j'ai vu. C'est ça, exactement. Ouais, ma communauté est quand même très bilingue. Donc, tu sais, mais pour ramener vraiment à l'aspect entertaining du streaming, c'est que c'est un mindset très, très, très différent. Moi, quand que je pars mon stream, là, je me dis pas « Alright, je pars mon stream parce que je m'en vais animer du monde pendant les prochaines 8 heures. » Non. Quand je pars mon stream, c'est « Écoute, je joue à un jeu. Je sais que j'ai du monde de ma communauté qui sont intéressés par ce jeu-là. On va jaser ensemble. Mais des fois, là, je peux passer 1h15 sans dire un mot à personne ou à me parler tout seul. Tu sais, je fais mon jeu, je fais mes activités, je me parle tout seul, je m'entertain tout seul, puis là, ben, à un moment donné, il y a quelqu'un qui apparaît, puis qui me jase, puis je vais y répondre, puis je vais jaser avec lui. Tu sais, c'est important de savoir, un peu comme que je disais, les animations de GN, le streaming, ça ramène un peu sur cette même mentalité-là que faut que tu saches t'animer toi-même. T'as-tu du fun à jouer à ce jeu-là? Oui. Ben, juste à voir que t'as du fun, ça va paraître dans ton stream, le monde va trouver ça plaisant, ils vont revenir, puis ils vont te jaser aussi. Donc, c'est ça la mentalité du streaming. Faut que tu fasses ça pour toi et non pas pour la communauté qui te regarde. Peu importe le nombre de viewers que tu as, peu importe le nombre de gens qui te parlent, faut que tu le fasses pour toi. Si tu le fais pour toi, le monde va aimer ça puis ils vont participer avec toi. Définitivement. Donc tout est vraiment plus du genre, fait comme aujourd'hui, j'ai envie de jouer à tel jeu. Fait login! Si par chance, il y a du monde qui vient de me parler, tant mieux. Puis, sinon, je me parlerai à moi-même. Ouais. Généralement, c'est ça, yeah. Là, c'est sûr que si tu as une mentalité qui veut développer ton contenu puis ton stream, c'est beaucoup plus facile de le faire si tu focuses ou tu te concentres sur 1 ou 2 jeux maximum. Ouais. Parce que si tu développes trop ta palette de jeux auxquels tu joues, ben, il y a une communauté qui veulent voir ça, qui veulent voir différents jeux et nouvelles activités, mais elle est beaucoup plus petite que n'importe quelle autre communauté de nos jeux. Les gens ils aiment ça, les trucs qui reviennent tout le temps, puis savoir que moi je vais aller voir ce streamer-là, je l'aime, il va streamer tel jeu, je vais voir exactement ce que je vais voir. C'est comme si vous disiez, aujourd'hui je vais regarder le Canadien de Montréal, tu te logs, puis ils sont en train de jouer au soccer. Là, tu fais comme, Chris, est-ce que d'habitude ils jouent au hockey cette équipe-là, ce qui se passe? Ben là en ce moment ils jouent au golf, mais... Mais c'est ça, tu sais, c'est exactement ça, c'est la récurrence, les gens aiment ça. Moi, j'ai 3-4 streamers là, spécifiques, là, qu'à chaque fois que j'ouvre mon Twitch, là, je regarde, puis si je suis comme aujourd'hui, ça me tente de regarder tel style de jeu, ben je sais lequel des 5 que je vais aller voir. S'il est pas là, ben j'en ai un deuxième que je sais que je peux aller voir aussi, qui je sais joue ce style de jeu-là. Fait que c'est ce que les gens recherchent le plus sur la plateforme de Twitch. Puis il y en a parfois qui sont comme « Ah, écoute, je sais pas ce que ça me tente de regarder aujourd'hui. Je sais que ce streamer-là, ben, il stream de la diversité. Je vais aller voir ce qu'il fait aujourd'hui. » Tu sais? Mais aller m'inspirer de ce qu'il fait. Parce que souvent, quand tu fais du variété, c'est ça. C'est plus pour le monde qui dit « Ah, je sais vraiment pas quoi faire. Là, c'est un peu comme un random roulette. Ben, c'est ça, c'est pas mal ça. Mais ça peut être un couteau à double tranchant aussi. Parce que, tu sais, même si moi je me dis, je sais pas que ça me tente de regarder, je vais aller me promener sur la plateforme pour essayer de voir du monde, puis que je vais aller voir un de mes streamers que je connais qui stream de la variété, puis que là, il est en train de stream un jeu qui est pas en tout mon style, puis je suis comme, j'ai pas d'intérêt pour ça. Même si j'aime le streamer, puis que je trouve ça fucking le fun y parler, si lui focus son attention sur le jeu plus que sa communauté, je serais pas capable de rester là, tu sais, je serais pas capable de rester accroché. Parce que c'est une grosse béquille, là, on va se le dire. Parce que quand t'aimes le jeu, déjà, tu vas voir le streamer parce que t'aimes son jeu. Fait que déjà, tu vas aimer ce que tu vas voir. Fait que, à la limite, si t'aimes pas ce qu'il dit, tu pourrais même le muter puis continuer à le regarder. Mais là, si en plus, le jeu, il est pas bon, ou ce qui se passe dans le jeu t'intéresse vraiment pas, même si t'es drôle puis intéressant, c'est une grosse béquille, là. Ben, c'est une grosse béquille
à cause que t'as une autre catégorie, justement, sur Twitch, qui est le Just Chatting. T'as du monde qui sont là juste pour leur personnalité. Moi, j'ai un gars, un Québécois là, que je connais, là, que je regarde de temps en temps sur son stream. Là, quand il passe son stream, là, lui, il est avec son téléphone en train de se filmer, puis en train de se faire à manger, puis il jase avec le monde. C'est juste ça qu'il fait, là. Il est là pendant 2 heures avant de se préparer pour aller à la job. Il jase avec tout le monde, puis il fait de l'animation, il jase avec eux autres, il compte sa vie. Tu sais, c'est juste ça qu'il fait. Tellement nice, le Just Chatting. Je pense tellement de temps dans cette catégorie-là. Fait que tu sais, c'est là que c'est là qui est difficile parce que quand t'es un streamer, je m'inclus là-dedans, quand t'es un streamer comme moi qui essaie de vraiment se faire valoir pour sa personnalité et non pas le contenu de ce qu'il fait, c'est difficile de outclass ou d'arriver à côté ceux qui, comme lui, tu sais, sont là juste pour la personnalité, qu'il n'y a pas de jeu pantoute. Ah ouais, parce que toi, faut que tu donnes ton attention un peu sur ce que tu joues, sinon tu vas juste mourir en boucle non-stop. C'est ça, exactement. Fait que, encore là, ça dépend du jeu que tu joues aussi, mais quand même, tu sais, comme tu dis, ton attention est pas 100% sur la conversation avec les gens. T'as une autre partie de ton attention qui est concentrée ailleurs. Fait que, dépendamment de chaque viewer, il y en a qui aiment ça, il y en a que ça leur dérange pas si t'as ton attention sur le jeu parce qu'ils veulent te voir jouer au jeu. Il y en a des fois qui veulent juste te jaser puis ils veulent ton attention pour que tu leur parles. Fait que c'est de trouver qui répond le mieux à tes demandes puis à ce que toi tu recherches. Ah oui, en plus, ce qui est le fun sur le monde du streaming, c'est que c'est sûr qu'il y en a un qui te convient. Même si t'aimes pas les jeux, il y a des catégories qui a pas de jeu, c'est sûr qu'il y a un streamer qui te convient dans la vie. Puis je pense que c'est important de le mentionner aussi. Je parle, mettons, moi je mentionne la plateforme de Twitch, mais c'est pas juste Twitch, là. Ben oui. C'est Facebook Live, c'est YouTube Live aussi. Facebook, là, il y a une nouvelle plateforme aussi qui est en train de s'en venir, qui est... comment ça s'appelle? C'est... je me rappelle plus du nom, mais j'ai entendu parler sur le stream de quelqu'un d'autre récemment aussi. Fait que tu sais, il y a plein de plateformes différentes à lesquelles tu peux être intéressé. Ah oui, définitivement. Tu sais, on parlait un peu que le Just Chatting avait l'avantage où, vu que tu joues à rien, tu peux donner ton attention à 100% à ta communauté. Comment toi, tu reprends un peu le fait que tu as ton attention au jeu pour donner un feeling à ta communauté qu'elle existe? Généralement, comme là en ce moment, je pense que c'est de toutes mes années de streaming, parce que ça fait quelques années que je fais du live streaming, je pense que c'est la première fois que je me trouve un jeu à laquelle je suis autant capable d'interagir avec ma communauté que le jeu. C'est un jeu qui est pas trop demandant, que tu peux faire quelques activités. C'est un jeu oui, tu pourrais mourir pis tout, mais c'est pas on parle pas de Dead Soul ou Dark Soul, je veux dire, où tu marches 2 pas, pis là, t'es mort. Puis là, t'as pas le choix de te concentrer sur le jeu. C'est pas pour rien que tu l'as appelé Dead Soul par réflexe. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est la mort de l'âme. Ben oui, c'est ça, exactement. Regarde. Fait que moi, je joue à un jeu qui me demande moins mon attention parce que quand je jase avec du monde, ben, je peux avoir du fun avec eux autres aussi. Je peux leur répondre, je peux interagir avec eux. C'est ça, c'est une décision que j'ai prise de faire, je vais jouer à ce jeu-là. Parce que c'est un jeu que j'ai du fun, pareil, j'aime ça jouer à ce jeu-là. Mais ça demande pas mon attention comme quand je joue à League of Legends. Je suis pas League of Legends, je suis concentré, puis je suis un peu try-hard, fait que je suis très compétitif. Fait que quand je joue à League of Legends, mon côté compétitif, il est comme faut que je gagne, là. Comme faut que je gagne cette partie-là, je peux pas la perdre. Si les games c'est go dans la prochaine. De 25 à 45 minutes en moyenne. Si t'es concentré, t'as pas le temps pendant ta game de regarder ton chat. Fait que là, mettons, tu peux juste parler 6 minutes à ton chat aux branches de 50 minutes. Contrairement quand tu joues à un MMO ou un jeu, je pense que c'est RuneScape, surtout que tu joues récemment. Ouais, en ce moment, c'est ça. Tu sais, les MMO et compagnie, donner 50-50 ton attention, c'est tellement plus facile parce que t'as juste à arrêter de bouger. Tu finis ce que t'es en train de farmer, t'arrêtes de bouger, tu te retournes, tu dis ce que t'as à dire ou ce que t'as à interagir. Puis en plus, ce qui est le fun de ces jeux-là, c'est que tu peux regrouper du monde dans le jeu. Tu sais, t'as des systèmes de guildes que tu dois... Je présume que t'essaies de jouer là-dessus un peu pour... Présentement, ouais. Avec RuneScape, c'est ça que j'essaie de faire, justement. J'ai parti mon propre clan et tout, là. Fait que c'est ce que j'essaie de faire, regrouper du monde pour jouer avec eux autres. Là. Ça ressemble à quoi une gestion de guilde dans un...
Ben, dans le jeu? écoute, ça dépend des MMO, là. Il y a beaucoup de MMO qui, eux autres, vont créer des guildes, puis ça va être très politique, ça va être très... oh, on est une guilde, faut se faire prendre au sérieux, faut qu'on fasse des activités, faut que tu participes un certain nombre de fois par semaine. Puis je suis juste que... Yo, man, moi, RuneScape, c'est un vieux jeu, ça fait longtemps que ça existe, ça a connu plusieurs époques. Puis en ce moment, avec la nouvelle version mobile qui vient de sortir, il y a plein de nouveaux joueurs. Moi, ce que je veux juste inviter des nouveaux joueurs à venir jouer avec nous autres, avoir du fun. On a beaucoup de vétérans. Tout mon clan en ce moment, là, sur toute la gang qu'on est là, on est tous des vétérans qui ont recommencé à jouer ou qui ont juste jamais arrêté de jouer depuis, puis qui ont beaucoup d'expérience sur le jeu. Fait qu'on est juste là pour essayer d'enseigner des nouveaux joueurs, de leur donner de l'aide, un petit coup de main. Faire, écoute, t'as des questions, vas-y, moi t'aider. Puis veux pas, justement, comme je dis, c'est un vieux jeu que ça fait longtemps qu'il existe. Il y a des sites web qui existent pour t'aider par la suite. Là. Tu veux faire une quête dans le jeu, RuneScape Wiki, tout de suite, ça sort, première page. Ça te donne un quick guide pour te faire la quête, de A à Z, ça te dit tout ce que tu as besoin comme prérequis. Fait que tu sais... Là, c'est le fun de pouvoir parler à du monde, puis des fois, Ben c'est oui. tough de trouver des communautés de joueurs casual. C'est quasiment plus tough que trouver des compétitifs. Moi, je vais sur n'importe quel jeu, puis j'ai envie de m'y mettre là, vraiment solide. Je marque sur Internet, serveur Discord compétitif, tel jeu, ils vont m'en sortir 42. Ouais. Puis n'importe qui à qui je demande de jouer, ils sont comme « Ouais, est-ce que t'es logué à chaque jour? Puis si t'es pas là à chaque jour, on ne veut pas sur le serveur. » Mais si tu cherches quelque chose juste pour avoir du fun, c'est beaucoup plus dur. Puis c'est plus dur. La communauté, j'ai juste le mot en anglais, mais c'est plus sparse. C'est plus comme... Il y en a moins, c'est moins concentré. Puis je pense que c'est un peu... on est dans un ère, dans un era de gaming en ce moment qui est très concentré sur le compétitif aussi. Ouais, c'est individualisme et le compétitif. C'est soit les jeux solo ou les jeux vraiment tryhard. Puis tu sais, même dans les MMORPG, là, c'est I wanna be the best, là. Je vais être le numéro 1. Puis la tune de Ash, elle nous est trop rentrée dans la tête, man. I wanna be the very best. Ah, ça c'est un classique. Ah, c'est qu'on s'en vient vieux. Tu sais, veux pas, tu sais, ah ben, fais la joke, je dirais, tu sais, qu'on s'en vient vieux, mais les jeux comme RuneScape, que ça fait longtemps qu'ils existent, même World of Warcraft, que ça fait longtemps qu'ils existent, quand il y a un nouvel événement qui sort, ou mettons un nouveau skill dans RuneScape qui sort, là, les vétérans, là, c'est I wanna be the first. Genre, faut que je sois le premier, là. Faut que j'apprenne c'est quoi le skill, c'est quoi faut faire, c'est quoi les skills, faut que je le maîtrise mieux que tout le monde. Ah ouais. Puis, tu sais, ce que j'aime de RuneScape, c'est que c'est diversifié pour ça, parce que t'as ceux qui sont comme, moi, je veux être le premier, je veux être numéro 1, je veux me rendre premier à 99, qui est le plus haut que tu peux être dans ton niveau. Ben là, techniquement, 120, mais en tout cas, on n'en marquera pas dans le détail, là. Puis t'as le 200 millions d'XP, qui est le maximum d'XP que tu peux avoir dans un skill. Fait que là, il y a le monde qui sont comme, moi, je vais être le premier à 200 millions, là. Ou le premier à 99, premier à 200 millions. Tu sais, le monde sont intense. Mais t'as une autre catégorie qui est comme, haha, moi, je suis pas un try-hard dans le grinding et tout ça, mais je suis bon pour des calculs, pour savoir les prix sur le market du jeu. Je sais que ce skill-là va avoir besoin de tel objet, puis que tous ceux qui font le maximum grind pour arriver 99 en premier vont avoir besoin de cet objet-là en premier. Fait qu'ils en achètent plein au bas prix pendant que là, la demande n'est pas encore là. Puis là, quand le monde arrive, là, puis ils sont dans la rush, là, ils revendent ça 2 à 3, 4, 5 fois plus cher, puis ça se fait l'argent à côté. Fait que tu sais, veux pas, c'est un peu comme dans la vraie vie. C'est le même affaire dans la vraie vie. T'as une compagnie qui sort un nouveau produit, oh, la valeur de la compagnie augmente. Mais les serveurs des MMO, c'est des mini-sociétés en huis clos. Oui. Oh oui, avec le bon groupe, tu peux vraiment influencer le marché pour vrai sur des serveurs. Parce que dans l'ancêtre de WoW, ma guilde avait comme job où à chaque jour, tout l'argent qu'on farmait, on achetait les 3 ressources de base. Parce que tous les hauts niveaux veulent jamais retourner chercher les 3 premières. Fait qu'on contrôlait l'auctionance des 3 premières ressources, pis on se rendait juste riche comme ça. Pourquoi j'irais tuer des mobs? Je peux juste rester dans la ville, chiller, parler à du monde sur Discord, puis regarder Skype dans le temps, puis regarder mon gold monter. Ouais, ben c'est ça, c'est le même principe. T'sais. Même si c'est pas dans des MMORPG, il y a certains jeux qui ont des systèmes comme ça. Mettons, je pense à Escape from Tarkov en ce moment, que le flea market, là, c'est le même principe. Là. Tu sais que, comme là, il y a eu un wipe très récemment, là, puis je regarde un de mes streamers favoris qui joue beaucoup. Là, puis lui, dès qu'il arrive au niveau 20 pour accéder au flea market, là, il achète tout ce qu'il sait qui va être les premiers objets que le monde a besoin niveau 20, là, puis il prend tout parce qu'il sait qu'il est le premier arrivé, puis que les premières offres, oui, ils vont coûter cher,
ils vont peut-être coûter Mais 50 rien, 000 la pièce, contrairement mettons. à quand la demande va exploser. Là. Ben, c'est ça. Puis là, il arrive peut-être une semaine après, quand tout le monde commence à arriver au niveau 20, là, 25, là. Puis là, ils remettent tout sur le marché, puis il a payé peut-être 50 000 pour. Puis, tu sais, là, tu te dis, dans 1 mois, 2 mois, là, le monde va avoir fini de grinder, là, ça va peut-être coûter 10 000 sur le marché. Mais, ils les achètent à 50 000. Dans d'une semaine, ils revendent 150 000 la pièce. Puis là, après ça, pouf, ça die down à 20 000. Ouais, exactement. Hey, c'est fou, ça. Ouais. Les systèmes où l'économie est basée sur les joueurs, ça permet vraiment des beautés techniques, puis c'est divertissant. Là. Ouais, c'est ça qui est un peu plus difficile dans la vraie vie. Mais en tout cas, là, on rentre pas là-dedans. On sort du entertaining qu'on est supposé de jaser depuis le début. Ouais, moi, c'est de l'art de l'entertaining. Les chiffres, j'ai toujours trouvé ça super divertissant. Là. Hey, moi, mon premier amour là, de l'entertaining, c'était les comédies musicales. Ah ouais. Ouais. Ben, Même t'as un avant la exemple musique. particulier? Ouais, Notre-Dame de Paris. Oh. J'étais un Ouais. petit kid assis dans les marches. Comme je suis même pas capable de rester sur mon siège tellement que j'étais excité de voir la pièce. J'étais assis dans les marches, puis je fredonnais tout le long, toutes les paroles, parce que j'aimais trop ça. Puis c'était fou parce qu'à l'époque, je pense pas que j'aimais tant la musique, mais j'adorais tout du triple threat d'une comédie musicale. Qui a autant de la musique, du acting, puis de la danse, tout réuni en même temps. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? On dirait que mon cerveau d'enfant il était comme, voir que je peux être autant diverti. Ouais, ça je te comprends. Moi, c'est un peu le même principe, mais avec des pièces orchestrales. Là. Moi, ce que j'aime, j'ai une oreille qui, je le sais, est très, très, très musicale. Je suis bon pour entendre des différents sons. Quand je m'assois dans une foule là, à regarder un orchestre, là, Tellement satisfaisant. tu peux tout te concentrer sur ce qui joue dans tes écouteurs, mais quand tu es dans une salle orchestrale, là, tout en avant de toi, puis la résonance est partout dans la pièce, puis là, c'est toi-même qui vas essayer de concentrer tes oreilles à entendre un son particulier, spécifique dans la pièce, puis là, tu vas porter ton attention là-dessus, puis là, oh, t'as quelque chose d'autre qui vient sortir. Puis des fois, justement, le cerveau, le temps que ça y prend pour assimiler ce qu'il entend, là, c'est une fraction de seconde. Hein. Fait qu'ils vont jouer, mettons, 2 petites notes là, qui vont être off-beat ou qui vont être faites exprès pour sortir de la composition. Là. Tu vas tout de suite les entendre. Là. Puis par le temps que tu le réalises qu'ils ont joué ça, il y en a un autre qui arrive. Fait que là, t'es encore plus émerveillé, puis ça continue tout le temps. Puis c'est ça, là. C'est ça. Hook forever. Ben, ça fait que, comme je disais, c'est ça. C'est le côté des pièces orchestrales que je trouve là, qui me fait triper le plus. Là. Ah, moi, c'est ce qui me manque le plus chez nous, un bon système de son. Je m'ennuie de la vraie musique, pas le son cheap qui sort de mes haut-parleurs. Ouais. Parce qu'il y a des chansons que je le sais que j'apprécie, puis on dirait quand je les écoute sur quelque chose de cheap, je suis comme, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme manger dans un vrai bon restaurant versus du fast-food. C'est de la bouffe, les deux, mais c'est pas ça. Ouais. Mais tu sais, c'est pareil pour la musique, hein. T'as le type fast-food que t'es comme, tu l'écoutes juste parce que t'es comme, tu l'écoutes parce que t'as comme, t'as rien d'autre à écouter, là, pis tu veux juste écouter de la musique, fait que t'écoutes ça. Ou parce que tu l'as dans la tête, tu sais pas pourquoi. Ben ouais, ou c'est ça, exactement, tu l'as pogné dans la tête, pis t'essaies de l'écouter, ou t'as la musique que t'es comme, tu sais, je veux écouter cette chanson-là, pis, mettons, j'ai des bons écouteurs, comme moi, personnellement, ça j'ai fait, je me suis acheté une des meilleures paires d'écouteurs qu'il y a sur le marché en ce moment, pis quand j'écoute la musique, là, j'entends tout. Je suis jaloux maintenant. Excuse-moi. Je me demandais aussi, dans tes animations live, est-ce que tu utilises certains des skills que tu faisais vraiment au début? Ou tu t'as tellement changé, tu t'es tellement, mettons, évolué dans ton art que ce que tu faisais au début est trop loin de ce que t'es maintenant? Non, je dirais que veux pas, ça fait partie de mon identité. Autant côté animation. Fait que même si il y a certaines affaires que je faisais dans mes premières animations que je suis comme, tu sais, c'est peut-être pas le meilleur des moyens, t'es gardes quand même un peu. T'es perds jamais vraiment. Tu vas les changer, tu vas les adapter, tu vas les mouler à d'une meilleure performance, mais veux pas, ils ont toutes la même base. Fait que je pense que même si tu les fais pas exactement pareil comme que tu les faisais au début, t'es fait encore, juste d'une façon différente. Puis améliorer, peaufiner. Parce que, comme on dit, practice makes perfect. Hein? Plus que tu pratiques quelque chose, un art, que ce soit de la musique, que ce soit du dessin, l'animation, l'entertainment, c'est la même chose. Plus que tu en fais, plus que tu t'habitues, plus que c'est facile de s'adapter et d'apprendre à gérer un groupe différent à chaque fois. Définitivement. Fait que tu dirais que t'es du genre que quand tu changes d'un travail à l'autre ou d'un hobby à l'autre, t'essaies vraiment de toujours garder ce que t'as appris en pratique. Fait que t'essaies de toujours le réappliquer
une coche de plus, dans le fond, dans un autre domaine. Fait que je présume que c'est l'exemple que j'ai en tête. C'est le temps que tu as passé à jouer, mettons, à League. Ces concepts-là, tu essaies toujours de les réappliquer, je présume, dans ta vie tous les jours ou dans d'autres jeux que tu joues. Tu essaies de pas perdre l'expérience que tu as faite au travers de ton vécu. Ouais, de façon différente, définitivement. Mais oui, mettons mon expérience sur la plateforme compétitive, comme on avait parlé dans le premier podcast qu'on avait fait ensemble, ben, ça me permet de réappliquer ça dans la vie de tous les jours à certaines autres opportunités. Toutefois, il y a certaines affaires aussi que je vais faire en jouant à League que je sais que je ne ferai pas en vraie vie et que je veux volontairement ne pas les refaire en vraie vie aussi. T'sais, quand que je joue à League, j'ai un mindset qui est très compétitif, justement, qui va focuser son attention là-dessus. Mais je le sais qu'en étant très compétitif comme ça, ben ma patience sur mon environnement externe sur lequel je suis concentré va être beaucoup plus réduite. Fait que si moi j'ai mon chat qui me miaule après, ma coloc qui me parle ou n'importe quoi qui se passe autour de moi, là, tout de suite, là, je risque de me fâcher ou quoi que ce soit. Ben, pas me fâcher, mais juste perdre patience. Je dirais pas me fâcher, vraiment juste perdre patience. Mais je pense que ça, c'est... Comme on l'a dit tantôt, c'est l'époque du gaming qu'on est en ce moment. Tout le monde veut être le meilleur, puis je pense que c'est plus ça, le côté quand le monde dit « Ah, les jeux vidéo, ça rend les gens agressifs. » Non, c'est pas un jeu vidéo, c'est que ça fait ressortir notre côté compétitif, puis moi, si je sors du jeu après, là, quand je suis plus en train de jouer au jeu, là, quand je fais mes activités, mon entertainment ou quoi que ce soit, là, ben, je vais me concentrer sur des activités qui vont pas me demander à être trop compétitif. Au contraire, je vais avoir un intérêt sur quelque chose qui va être plus relax, qui va être plus enjoué, qui va me permettre d'avoir du fun. Tu sais, moi, ma mentalité, c'est un peu style peace and love. Moi, j'aime pas ça me pogner Let's avec all quelqu'un. have J'aime pas fun ça me together. c'est ça, tu sais. Moi, je veux avoir du fun, puis je veux qu'on puisse tous avoir du fun, je veux qu'on puisse tous s'amuser, puis regarde. Bon, on est définitivement plus des feel-good guys que dans Ben, l'agressivité puis la recherche de la confrontation. Là. Comme si tout le monde pouvait s'aimer puis s'envoyer un peu moins de hate, ce serait juste parfait. Ben oui. T'as parlé de quelque chose qui, justement, c'était ma dernière question que je voulais t'envoyer. T'as parlé de mindset. Est-ce que c'est comment... En fait, ce serait quoi les différences que tu trouves principales entre ton mindset normal de tous les jours puis ton mindset quand tu es en train de te divertir? Bonne question. La différence entre mon mindset de tous les jours et le mindset de divertissement, je dirais que mon mindset de tous les jours, c'est... Ben, tu sais, on est des êtres humains, on va toujours grandir et changer au fur et à mesure qu'on vieillit. Puis mon mindset de tous les jours, c'est plus basé sur ça. C'est how can I be a better person? Comment est-ce que je peux devenir une meilleure personne? Comment est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui qui va devenir mieux pour moi? Puis je vais essayer à tous les jours de m'améliorer, de devenir meilleur pour moi-même, que ce soit dans des petits gestes ou des petites habitudes, que ce soit d'aller prendre une marche à tous les matins pour m'aider. Ça, c'est quelque chose que je fais pour moi. Mais ça, c'est mon mindset. Mais quand que je prends le mindset d'animation, ben c'est l'inverse, c'est complètement l'inverse. Le monde, dans l'animation, généralement, aime quand c'est récurrent. Quelque chose qu'on a déjà connu, quelque chose qu'on connaît déjà, mais adapté à la personne qu'on regarde. T'sais. Donc, c'est le retour à des sources d'une activité spécifique. Moi, je pense, mettons, à un humoriste, il y a un style d'humour, là. Pense à Mike Ward. Mike Ward, il a un style d'humour spécifique. Pense à, je sais pas... Louis-José Hood, mettons, qui est Louis-José Hood, c'est ça. Bon exemple de deux styles complètement différents. Oui, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu le même principe. Je dirais, mon mindset, t'as vie de tous les jours, je veux m'améliorer, je veux devenir une meilleure personne. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour moi, mon entourage personnel, mes activités? Puis quand que je rentre dans l'animation, ben là, c'est, hey, je m'en vais là pour avoir du fun. Là, je suis pas là pour devenir une meilleure personne, je suis là pour avoir du fun, puis avoir du fun avec les autres aussi. Parce que si moi j'ai du fun, les autres vont avoir du fun. Si les autres ont du fun, moi je vais avoir du fun. Fait que tu sais, c'est donnant-donnant. On crée une petite vibe, une bulle d'animation, de plaisir, où on aime ça s'amuser tous ensemble. Puis le temps d'un instant, un peu comme les jeunes, le temps d'un instant, on va se déconnecter de la vie de tous les jours pour s'animer sur quelque chose de spécifique. Je pense que c'est pas mal ça mes deux mindsets différents. Définitivement. Puis c'est un peu la différence entre quand t'es toi-même, t'es beaucoup plus introspectif, tu portes plus attention à le chemin que t'aimerais parcourir au jour le jour. Mais quand t'animes, t'as l'air vraiment plus porté sur comment tu veux que les autres se sentent autour de toi. Ouais.
c'est quand même une bonne différence, une bonne switch à avoir, je trouve. Ça doit t'aider aussi à développer ton empathie, d'être capable de mettre ce switch-là, puis être vraiment dans le regard des autres. Pour que si tu vois la joie dans le regard des autres, t'as vraiment l'impression que tu fais bien ta job. Mais quand t'es tout seul, tu portes plus regard sur toi-même, t'essayes pas de voir les erreurs parmi les autres, tu te concentres à te comprendre toi-même. Puis ça, je salue ce geste, bon move à avoir. Puis merci encore d'être revenu à mon podcast pour Raph, c'est toujours apprécié de te parler. Ça me fait plaisir. Merci à toi, Alex, de me recevoir une deuxième fois. Ça me fait un plaisir d'être ici pour le podcast. Puis merci à tout le monde. On se revoit sur une prochaine vidéo. Merci.